Yo les pros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien car nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1014 de One Piece. Un chapitre d'une rare intensité qui méritera une analyse approfondie tant chaque page aura son importance dans cette grande guerre qui prend un tournant totalement apocalyptique. Mais avant de continuer, je dois rapidement vous prévenir. Ma dernière review ayant été bloquée sur YouTube, je n'ai rien pu faire pour la rétablir en ligne malgré toutes mes actions et mes messages. C'était une catastrophe. Le problème, outre qu'il s'agit d'une vidéo de totalement perdu sur la chaîne, est que j'avais fait dessus l'un des rares placements de produits que je m'accorde. Malheureusement, et pour être totalement transparent avec vous, je suis dans l'obligation de reposter ce placement de produit dans cette nouvelle review, sinon eh bien je ne serai jamais payé et on va pas se cacher, c'est pas mon délire de faire une pub gratos. Voilà, donc pour une deuxième et une dernière fois, la review commencera après la fin de la courte intégration qui va suivre. Merci à vous de votre compréhension et toutes mes excuses à nouveau, à tout de suite. Avant que cette vidéo ne commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de celle-ci, NordVPN. Ça y est, je suis un grand youtubeur. Vous comme moi, on va pas se le cacher, le plus clair de notre temps, on le passe sur internet. Le confinement ne nous aidant pas, on se lève, on bosse et on se couche, toujours connecté à internet. Et forcément, plus nous y sommes, plus la vulnérabilité augmente et nous nous retrouvons exposés à toutes sortes de dangers. La protection de vos informations, voire même encore de votre géolocalisation, serait accrue grâce à NordVPN. Par le biais de son interface simple et ludique, vous pourrez changer très facilement d'adresse IP en quelques clics. De cette façon, vous aurez accès à tout le contenu bloqué à l'origine dans votre pays, tout en étant sécurisé. Ainsi, vous pourrez profiter de réductions disponibles que dans certains pays, ou encore et surtout des catalogues exclusifs et uniques de certains sites de streaming pas encore disponibles en France. D'une simple connexion à des serveurs sécurisés, vous pourrez accéder et profiter des films et des séries du Netflix US en toute facilité, et ce sans même recréer un compte, tout ça en un simple clic sur NordVPN. Plus de 5000 serveurs répartis dans 59 pays différents, il n'y a pas à dire, vous avez largement de quoi faire. Et si vous êtes tenté, alors allez sur nordvpn.com/GojiVPN ou utilisez le code GojiVPN pour obtenir un plan de 2 ans plus 1 mois gratuit avec une énorme réduction, seulement 3,17€ par mois. Si vous hésitez encore, alors laissez-moi vous apprendre qu'il existe une garantie de remboursement de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait et une assistance clientèle française est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, un grand merci à vous et à NordVPN pour ce partenariat. Nous revoilà, nous pouvons enfin commencer l'analyse. Ce chapitre part tellement dans tous les sens qu'on va diviser cette review en plusieurs parties. Celle qui inaugure cette vidéo sera donc le combat opposant Chopper à Queen. Commençons alors dès à présent et n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner pour soutenir la chaîne, merci infiniment à vous les bros. C'est avec une assez grande surprise que nous retrouvons les deux scientifiques se battre malgré l'incommensurable différence de force entre les deux. Alors qu'il était épaulé par Marco il y a de ça quelques chapitres, Chopper se retrouve seul face à Queen, un commandant de Kaido dont la prime dépasse largement le milliard et dont l'endurance légendaire lui permet d'encaisser les nombreux coups que Big Mom a pu lui asséner lors de leur combat. Comment Chopper peut-il alors espérer faire quoi que ce soit face à un tel mastodonte alors que nombre de personnages plus puissants que lui ont failli à le vaincre? En l'attrapant par le cou, Chopper parvient à le jeter au sol, mais c'est tellement peu efficace que Queen ne semble même pas sentir la douleur. Sans mentionner la présence dissimulée de Perospero qui les attaque au loin en leur tirant ses flèches de bonbons, absolument rien ne va pour notre médecin qui se retrouve en infériorité quel que soit l'aspect de son combat. Cependant, il semble déterminé à l'emporter, ou du moins à se battre de tout son être, comme l'atteste la durée de sa transformation en Monster Point. En effet, il lui resterait environ 10 minutes de transformation. Oui, Chopper nous démontre à travers un flashback qu'il s'est plus ou moins sacrifié en utilisant une version améliorée de ses Rumble Balls. Alors qu'elle ne lui permettent de tenir sa forme Monster Point seulement de 2 à 3 minutes à l'origine, il se trouve que César Clone lui a partagé une formule à incorporer directement dans sa conception des Rumble Balls, prolongeant jusqu'à 30 minutes ses transformations. 30 minutes, une augmentation de 10 fois le temps de sa transformation de base, et ce grâce à l'aide de César Clown. Qui l'eût cru? Cependant, il semble que le scientifique fou l'ait alerté des risques qu'il encourt à utiliser une telle solution. Rappelez-vous que le Monster Point original de Chopper le paralyse pendant 2 à 3 heures après l'ellipse, pour seulement 3 minutes de transformation. Le contre-coup pour une demi-heure entière de Monster Point risque alors d'être phénoménal, et Chopper à la fin ne sera sans doute plus dans un état de combattre. Ou du moins pas tant que Marco et Lo ne l'auront pas revitalisé grâce à leur médecine. Malgré tout ça, Chopper n'aura pas la puissance nécessaire à combattre Queen. Que sa transformation dure 3 ou 30 minutes,
bref, le combat semble perdu d'avance et Perospero lui n'est pas là pour arranger la situation. Ce que nous pouvons retenir de ce passage avec Chopper est qu'il va sans l'ombre d'un doute trouver un duo avec lequel combattre. Nekomamushi semble déterminé à s'occuper de Perospero, ce qui va alors permettre à Chopper de se focaliser sur Queen. La seule stratégie que je vois pour que Chopper soit l'une des clés dans la défaite du commandant de Kaido est qu'il lui fasse ingérer une de ses Rumble Balls. Repensez-y un instant, nous sommes dans un arc totalement centré sur les Zoan. C'est la première fois depuis le début de One Piece qu'autant d'utilisateurs de fruits du démon d'une même catégorie se retrouvent dans un même scénario. Or, Chopper, le seul Zoan de l'équipage, est également l'un des rares médecins scientifiques à avoir créé un élément, la Rumble Ball, capable d'influencer les fréquences des transformations des fruits du démon. Dans ce chapitre, nous avons vu que la Rumble Ball, grâce à César, est parvenue à être grandement améliorée au prix d'un sacrifice sans doute très lourd mais inconnu pour le moment. Ne serait-ce pas également la clé pour vaincre un autre Zoan? Si nous partons du principe que les avantages conférés par les Rumble Balls sont accompagnés d'une lourde et handicapante contrepartie, cet aspect sera peut-être exploité pour vaincre un Zoan adverse, et donc en l'occurrence Queen. Avec une Rumble Ball, spécialement conçue pour l'occasion ou non d'ailleurs, Chopper la ferait avaler à Queen, qui se transformera et deviendra surpuissant pendant un temps, mais se retrouvera également inapte au combat pendant plusieurs heures à la fin des effets de cette dernière. Un pari risqué, basé uniquement sur le malus des Rumble Balls, ce n'est pas totalement incohérent avec l'esprit de l'arc en question dans un combat de scientifiques médecins Zoan. En tout cas, il est clair que Chopper ne pourra pas l'emporter par la seule force de sa détermination, et son intelligence le distinguant des autres devra être mise à l'honneur pour lui permettre de remporter ce combat fatidique pour l'alliance des pirates, des samouraïs et des Minks. Nous retrouvons désormais Momonosuke qui aura une place particulièrement importante dans ce chapitre. Dernièrement, Yamato lui a laissé le journal de son père dans lequel sont concis tous les plus grands secrets du monde, littéralement. Tous les mystères nous fascinant dans One Piece et toutes nos questions qui attendent une réponse depuis maintenant plusieurs dizaines d'années trouveront leur salut dans ce carnet précisément après qu'Oden ait noté ses plus grandes découvertes durant son voyage au bout du monde. Momonosuke aura donc la réaction logique après que Yamato lui ait laissé ce trésor en le lisant. Que peuvent bien raconter les aventures d'Oden, lui ayant tout sacrifié pour les vivre? Évidemment, nous n'en aurons aucune idée si ce n'est qu'une chose, d'après Momonosuke et d'après le carnet, il ne doit absolument pas mourir. La réaction de Shinobu démontrant avec stupéfaction que oui, il ne doit évidemment pas mourir n'est pas dans la même logique que veut le laisser sous-entendre Momonosuke. Non, il y a quelque chose d'autre, un message qu'Oden a laissé à destination de son fils, lui faisant ainsi prendre conscience de l'importance qu'il peut avoir dans le futur du monde, dans l'aube de cette grande histoire. L'importance que Momonosuke peut avoir dans l'histoire actuelle de One Piece se mesure de différentes façons. Tout d'abord, il est l'un des derniers héritiers Kozuki, une lignée légendaire étant capable de comprendre et d'écrire le langage antique des poneglyphes, ce qui constitue déjà un savoir précieux et rare aujourd'hui perdu. Plus encore, les Kozuki ont toujours fait partie de l'histoire de Wano Kuni, une île dont l'histoire passée semble être ancré aux racines profondes du monde de One Piece. Il est également l'héritier directement d'Oden Kozuki, un homme dont la force et la légende restent épiques plus de 20 années après. Mais par-dessus tout, il est l'élu. Enfin, il est plutôt un des élus du monde et Oda nous l'a fait comprendre à travers sa capacité unique à commander Zunesha, un être millénaire guidé par une mystérieuse volonté que Luffy lui-même ne sera parvenu à dompter. Toutes ces choses nous démontrent qu'il est bien différent de l'anormal. Momonosuke est animé par une volonté qui lui est propre. Malgré sa peur et sa faiblesse, il sera incontestablement l'un des plus puissants personnages de One Piece dans un futur plus ou moins proche. Et ça, Oda lui-même le sous-entend depuis de nombreuses années. Momonosuke est un nom choisi par Oden signifiant le plus fort du monde. Le mythe de Momotaro auquel il est rattaché met en scène l'un des jeunes héros japonais les plus importants du folklore. L'importance qu'a pris ce jeune homme au sein de l'histoire du Nouveau Monde, même de One Piece en général, est plus ou moins dissimulée par la grande épopée de Luffy et ceux qu'il représente. Mais en réalité, il est également l'un des principaux acteurs de l'aube qui doit se lever. Encore actuellement, une mystérieuse capacité, peut-être liée au acquis d'observation ou autre, lui permet d'entendre les voix environnantes. Preuve de plus de l'aspect unique de ce personnage et du grand développement qu'il subit de chapitre en chapitre pour finir par devenir l'un des êtres à l'origine de la victoire de Luffy sur Kaido et à son ascension jusqu'au sommet des mers. Pour continuer sur le sujet des voix qu'il perçoit, cette fois-ci, elle lui occasionne des maux de tête. Plus encore, elle ne semble pas être les voix qu'il entend habituellement, mais plutôt de nouvelles voix douloureuses s'ajoutant à celles déjà présentes. La seule fois où il ressentira une telle douleur fut avec Zunesha. Est-ce que ça aurait alors un lien? Momonosuke est-il en train d'entendre le retour de cette créature ou d'autres de ces créatures légendaires? Voire même plus simplement, s'agit-il de voix d'humains qu'il perçoit? Cela pourrait être les habitants de Wano Kuni en détresse voyant Onigashima se dirigeant vers eux, ou peut-être même de nouveaux antagonistes externes. Les potentiels sujets sont terriblement nombreux. Sans aller plus loin, nous allons directement passer à la partie suivante, une partie déchirante opposant samouraï et frères de sang.
Alors que Kinemon et Kiku parviennent à se rapprocher de Momonosuke dans l'espoir de le protéger de Kanjuro, ce dernier est prêt à tout pour arriver à ses fins. Apparaissant transformé en Oden à nouveau, ce sont Shinobu et Momonosuke qui sont cette fois-ci victimes de sa malice. Nous savons qu'Oden n'est pas revenu, mais ce n'est pas le cas de Momonosuke qui fond en larmes devant l'apparence de son père ayant apporté une dose d'espoir dans son malheur. Kiku mettra fin à ce sortilège en l'attaquant de plein front, poussant le traître à révéler son véritable visage plutôt que le cacher derrière celui qu'ils aimaient au-delà des mots. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Malgré la détermination de Kiku à en finir avec la cause de toute leur souffrance, son cœur et son esprit ne peuvent affronter l'image d'Oden Kozuki. Kanjuro profitera de cet avantage, jouant sur les sentiments de son adversaire. Les mains de Kiku tremblent et en l'espace d'une seule seconde, Kanjuro l'aura poignardé, profitant de la faiblesse et de la dévotion d'une âme aussi puissante et douce que celle de Kiku pour Oden. Elle s'excusera auprès de Kinemon, et de ces mots, si la neige persistante se met à fondre, alors l'aube doit être proche. Dans un excès de colère, Kinemon attaque Kanjuro et en finit avec lui. C'était à toi de fermer le rideau, puisque sur cette scène nous étions toi et moi les amis les plus proches. Les larmes coulant de ses yeux, Kanjuro tombe au sol, signant ce qui semble être la deuxième mort d'un deuxième Foro sous les yeux belliqueux, terrifiés et attristés de Kinemon, lui ayant dirigé ce groupe depuis leur création. Je n'ai pas les mots. Je voudrais dire peut-être une chose que je n'aurais jamais cru dire, mais j'espère profondément qu'il soit mort. Je veux que la beauté de cette scène, la beauté de la symbolique de leurs morts respectives ne soit pas vaine. Leurs dernières paroles étaient parmi les plus fortes que j'ai pu entendre depuis le début de cet arc. La fin de Kiku, portant le titre de Neige persistante, voire de Neige éternelle suivant la traduction, est d'une justesse absolument maîtrisée. La fin de cette neige signant un pas de plus vers la chaleur de l'aube étincelante après cette longue nuit sans fin. Une métaphore parfaite pour décrire que le sacrifice de Kiku fut nécessaire pour permettre d'une façon ou d'une autre au monde de retrouver la véritable paix. Et pour Kanjuro, malgré les airs et les masques derrière lesquels il se cachait, ses émotions face à son plus proche ami n'auront pu être dissimulées indéfiniment. Le cœur et la douleur prenant le dessus dans son ultime soupir, les larmes aux yeux. Cette histoire a besoin de mort, cette guerre a besoin de mort. Et si ces derniers signent les premières véritables défaites de cette grande bataille d'Onigashima, je trouve qu'Oda leur aura porté un véritable hommage. C'est pourquoi j'espère que leurs actes et leurs paroles ne seront pas souillés par un quelconque changement scénaristique visant à préserver des personnages de la mort malgré une scène prouvant tout le contraire. Cela montre que concernant Kiku ou Kanjuro, quelle que soit leur conviction à vaincre un adversaire étant aussi un frère ou un traître sans émotion, leur cœur ira toujours à l'encontre du rôle qu'ils veulent se donner. Vient finalement le monstre du chapitre. Si le scénario frôle l'apocalypse, ce n'est pas sans mentionner la place de Kaido, ici même, plus imposant que jamais. Luffy tombe dans la mer, la situation semble alors irrattrapable. La cause de sa défaite, eh bien, comme l'explique Kaido, malgré le talent et la puissance du capitaine des chapeaux de paille, sa gestion du haki lui fait encore défaut. C'est la deuxième fois en 10 chapitres que Luffy s'exténue de son combat. C'est du jamais vu, et ça démontre une véritable faiblesse qu'il possède, brisant en 1000 morceaux l'image inébranlable que l'on avait de lui depuis quelques temps. Mais au-delà de ce point faible qui perdure et de cette supériorité que démontre Kaido, c'est la phrase de ce dernier qui va forcément attirer notre attention. Alors toi aussi, tu ne peux pas devenir Joy Boy. Comment ? Comment Kaido peut-il avoir connaissance de ce nom? Pour rappel, Joy Boy n'est mentionné que sur l'île des Hommes-Poissons, sur la dernière île Laftel. Cela veut dire que si Kaido ne connaît pas l'existence de Joy Boy d'une de ces sources-là, il le connaît d'une autre façon. Analysons un peu ces paroles. Tu ne peux pas devenir Joy Boy. Nous pouvons alors en déduire que Kaido sait que Joy Boy n'est pas un homme en particulier, mais est une incarnation, une entité liée à une personne de par ses faits et ses gestes. Cependant, cette révélation, nous l'avons eu des mots d'Oden après son passage sur Laftel, au chapitre 968, lorsqu'il disait que Wano Kuni devait être prêt à ouvrir ses frontières pour l'arrivée de Joy Boy, chose que nous avons traduit comme étant tout naturellement l'arrivée de Luffy. Or, eh bien, Kaido n'est pas censé savoir ce qu'il s'est dit sur Laftel ni connaître le contenu du carnet que Yamato a gardé secret. D'où peut-il alors bien connaître l'existence de Joy Boy? Je pense actuellement à deux choses. La première étant que d'une façon ou d'une autre, il a appris son existence pendant qu'il prenait la mer avec Chebek, il y a quasiment 40 ans. Ce dernier savait des choses que le gouvernement voulait cacher, et rien ne peut actuellement nous affirmer que ce n'était pas une partie de l'histoire profonde du siècle oublié, tout en étant lié à Laftel et Joy Boy. Les Rocks auraient eu la capacité de lire les poneglyphes et seraient tombés sur une partie de l'histoire de Joy Boy. La deuxième est que c'est sur Wano Kuni que Kaido a découvert son existence. N'oublions jamais que Wano Kuni est intimement lié à Joy Boy pour la simple et bonne raison que la première mention de cet homme s'est fait à travers un poneglyphe servant de lettre d'excuse. Une lettre d'excuse destinée à la princesse sirène de l'époque était signée Joy Boy. Or, seuls les Kozuki sont capables de tailler ces stèles antiques. Joy Boy a donc forcément un lien
avec Wano Kuni et les Kozuki. Soit il s'agit d'un Kozuki faisant de Momonosuke un descendant de cet homme légendaire, soit il s'agit d'un ami des Kozuki, comme peut l'être Luffy avec eux actuellement, et il aurait alors fait graver cette pierre par l'un de ses proches. Cependant, ça n'explique pas comment Kaido connaît ce nom, bien que s'il est vraiment lié à Wano Kuni, comme je viens de le dire, l'empereur Osambet aurait pu trouver des informations le concernant sur cette île qu'il contrôle depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Petite remarque supplémentaire, mais n'oublions pas que Joy Boy n'est qu'un surnom, presque un pseudo finalement à l'image de Poséidon pour Shirahoshi. Joy Boy pourrait alors avoir un nom et un prénom propre qui nous seraient dévoilés à la fin de Wano Kuni. Pourquoi à la fin de cet arc précisément? Eh bien, Joy Boy est tellement lié à ce pays que s'il doit revenir, ça sera lorsque les frontières seront réouvertes. Cependant, s'il s'agit bien de Luffy, alors il est déjà présent, n'est-ce pas? Ben vient là toute la subtilité de la chose, c'est à la fin de l'arc de Wano Kuni que Luffy apprendra l'existence de Joy Boy ainsi que sa véritable destinée. C'est après avoir réouvert les frontières de Wano Kuni en battant Kaido qu'il deviendra le symbole de l'aube du monde. Il deviendra le Joy Boy attendu par les Kozuki, attendu par Roger, attendu par les hommes poissons et étonnamment attendu par Kaido lui-même. Vous aussi, vous vous dites qu'il serait temps de parler de Joy Boy sur la chaîne, hein? On est d'accord. Concernant Kaido, il se passe par la suite deux choses dans tout le chapitre. La première est l'annonce générale de sa défaite sur Luffy qui sera totalement rejetée par le reste des Mugiwara, ne voulant pas croire que leur capitaine a échoué à le vaincre, tandis que la deuxième, en fin de chapitre, est beaucoup plus catastrophique. Après que Kinemon ait vaincu Kanjuro, c'est Kaido qui apparaît face à lui. Voulant agir comme un dernier rempart protégeant la vie de Momonosuke, le renard de feu n'a pas le temps de pleurer la disparition de ses amis. Kaido lève sa massue, imprégné du haki des rois, et là-bas avec férocité sur Kinemon, brisant au passage l'une de ses deux lames sous le regard embué de larmes de Momonosuke porté par Shinobu. Onigashima atteint finalement les terres de Wano Kuni et cette page signe la fin du chapitre 1014 de One Piece. Est-ce alors comme ça que le grand Kinemon va mourir? Est-ce pour lui la fin comme ce l'était pour Kanjuro et Kiku? Le concernant, je le vois beaucoup moins mourir de cette façon et dans ce chapitre. S'il doit rester un dernier fourreau rouge vivant, pour l'instant ça ne peut être que lui. Mais d'un autre côté, il a atteint sa limite. Il n'a même pas été en mesure d'enduire ses lames de haki l'armement pour essayer de se protéger de l'attaque de Kaido. Il s'est simplement laissé faire, presque laissé mourir face à la puissance titanesque de l'empereur. Le concernant, je pense qu'il est encore en vie mais doit être plus proche de la mort qu'il ne l'a jamais été. L'arrivée d'Onigashima sur Wano Kuni va également beaucoup accélérer les choses. Le compte à rebours est lancé avant que l'île ne s'écrase sur la capitale des fleurs, occasionnant un nombre colossal de blessés. Je l'ai déjà comparé à cela dans une ancienne review, mais la scène est très similaire à celle de l'île des hommes poissons. Tout comme le Noah s'apprêtant à détruire cette dernière, l'éveil du pouvoir d'un protagoniste semble être la seule solution pour sauver Wano Kuni. Momonosuke serait celui qui sauvera le pays de la catastrophe en se transformant en dragon comme Kaido et usera des mêmes nuages de flammes que lui pour soulever une partie de l'île. Yamato est également l'une des candidates probables que je vois agir pour sauver la capitale des fleurs. En tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir comment Luffy va pouvoir s'en sortir, lui qui a maintenant atteint l'eau, se retrouvant dans la pire situation possible pour un utilisateur de fruits du démon. Désormais, seul quelqu'un se trouvant sur les mers de Wano pourrait le sauver, mais qui va bien pouvoir rentrer en scène pour porter secours à Luffy et les autres? Eh bien ça, nous le verrons au prochain chapitre. C'est la fin de cette review les bros, merci de l'avoir regardé, c'était un excellent chapitre, vraiment, presque l'un des plus forts de l'arc d'Onigashima à mes yeux. J'espère que vous l'aurez alors autant apprécié que moi. Nous concernant, nous nous retrouverons dans plusieurs jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette review pour soutenir la chaîne, merci beaucoup, merci également de votre compréhension, passez un excellent week-end les bros, portez-vous bien, peace.